Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons un petit cours de culture générale avant de commencer les séquences sur le théâtre. Tout au long de ce diaporama, vous prélèverez des informations que vous reporterez sur la fiche outil si vous avez réussi à l'imprimer ou que vous prendrez en note, cela revient exactement au même. Alors, l'histoire du théâtre. Comme vous le voyez, il n'est pas trop de deux déesses, Melpomène et Thalie, pour s'occuper de l'art théâtral. Parce qu'en fait, il y a deux formes d'art théâtral. La tragédie et la comédie. Et ces deux formes d'art théâtral ont évolué à travers les âges. Je vais vous présenter un bref aperçu de cette évolution. Tout commence en Grèce, au 5e siècle avant notre ère, et plus précisément à Athènes. C'est là que vont se fixer les premières règles du genre. Beaucoup plus tard, au XVIIe siècle et en France, le genre se codifie avec ce qu'on appelle le classicisme français, qui pose, entre autres, la règle des 3 unités que nous développerons plus tard. Un petit peu après, toujours en France, apparaît le drame romantique. Nous sommes à Paris au XIXe siècle et les romantiques considèrent que le théâtre classique est trop figé, qu'il s'est trop éloigné de la vie et qu'il faut représenter le monde tel qu'il est. Un siècle plus tard, après tous les bouleversements des guerres mondiales, les auteurs revisitent encore le genre théâtral et découvrent entre autres le théâtre de l'absurde. Alors maintenant, nous allons reprendre aux origines. Nous sommes donc en Grèce, au 5e siècle avant notre ère. En Grèce, comme dans toutes les civilisations antiques, tout est lié à la religion, et le théâtre ne fait pas exception. Sur le dessin de vase grec que vous avez, on voit le cortège de Dionysos. Dionysos est un dieu qui est fils de Zeus, mais qui est un dieu qui vient de l'étranger. Et c'est un dieu qui amène le chahut, l'ivresse, mais aussi c'est un dieu qui est lié à l'acceptation, à la connaissance. Lors des grandes Dionysies, qui sont des fêtes qui se déroulent à Athènes, chaque dramaturge qui veut participer au concours de théâtre doit présenter 4 pièces. Une trilogie tragique, c'est-à-dire un ensemble de 3 tragédies qui traitent du même thème, et un drame satirique. Le théâtre grec est très codifié. Il évolue un peu au cours du temps, mais au 5e siècle, il y a très peu d'acteurs qui sont bien évidemment vêtus, mais surtout masqués, et ce ne sont que des acteurs hommes, d'où l'intérêt des masques et des déguisements. Les masques dont la peau est blanche représentent les femmes, les masques dont la peau est rouge représentent les hommes. Vous voyez que ces deux masques ont des bouches largement ouvertes, c'est parce qu'ils servent également de porte-voix. Pour être encore mieux vus et mieux entendus, les acteurs portent des cothurnes, c'est-à-dire des sortes de chaussures à plateforme qui les surélèvent. Ils dialoguent entre eux, mais ils parlent aussi à un chœur qui commente l'action. Le chœur, c'est un ensemble de personnages indifférenciés, ils n'ont pas de prénom, qui représentent le peuple ou une portion du peuple. Nous avons donc nos deux formes poétiques, la comédie et la tragédie. La comédie traite des gens du peuple, use d'un langage familier, voire grossier, tandis que la tragédie prend ses sujets dans la mythologie, donc ce sont des sujets nobles. Les personnages sont des héros ou des rois, et ils traitent de problèmes qui ont rapport avec toutes les pensées élevées et surtout la politique. La tragédie, étymologiquement, le nom est amusant, ça vient de tragoidos, qui signifie le chant du bouc. Car pour commencer les fêtes religieuses, je vous ai dit que c'était des fêtes religieuses, on sacrifiait un bouc, donc on égorgeait un bouc et puis on le faisait cuire, en l'honneur de Dionysos. Les 3 auteurs grecs du 5e siècle sont Échille, Sophocle
et Euripide. Le but de la tragédie est ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire la purification de l'âme des spectateurs. On leur montre sur scène des choses horribles, des gens qui s'entretuent, des gens qui se déchirent, et cela doit leur éviter de faire les mêmes choses dans leur vie à eux. Pour la comédie. Alors, l'étymologie est moins amusante, ça signifie le chant de la fête de Dionysos, et je vous ai dit que Dionysos était le dieu de l'excès, d'où l'utilisation possible de plaisanteries un peu grossières et de vocabulaire très familier. L'auteur grec qui est le plus célèbre pour la comédie est Aristophane. Vous voyez qu'il est un peu postérieur au tragique, mais on reste dans le même siècle. Nous avançons de beaucoup de siècles, puisque nous sommes au XVIIe siècle après notre ère, alors que nous étions avant, et nous arrivons au classicisme français. Des théoriciens, s'inspirant des textes antiques, codifient le théâtre qui avait beaucoup évolué pendant le Moyen-Âge et qui avait surtout perdu tout cadre. Afin qu'il soit plus efficace, que les spectateurs le suivent mieux et croient mieux à l'action qui se déroule sur scène, on décide entre autres de la règle des 3 unités. Cette règle est synthétisée par Boileau dans son art poétique en 2 vers. Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Cette règle est complétée par la règle de la bienséance. On ne montre pas sur scène des actions violentes ou immorales. Quand il se passe quelque chose d'épouvantable, un meurtre, des combats trop sanglants, voilà, ça se passe en coulisses et quelqu'un vient le raconter sur scène. Enfin, dernière règle, la règle de la ressemblance. Le dénouement doit découler de l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Deus ex machina, un personnage providentiel qui arrive à la fin et hop, résout tout en un claquement de doigts, comme ça se passait fréquemment dans les pièces du Moyen-Âge. Les auteurs tragiques classiques français sont Pierre Corneille, vous connaissez peut-être le Cid, Jean Racine, il y a quand même peu de chances que vous connaissiez ces pièces. Mais par contre, vous connaissez le grand auteur comique français, c'est-à-dire Molière. Molière pose le principe de la comédie en disant qu'elle doit châtier les mœurs en riant, castigat ridendo mores en latin, c'est-à-dire que si on se moque des gens, si on se moque des défauts de la société, c'est pour que les gens s'en rendent compte et que se rendant compte de ce ridicule, ils puissent les corriger. Nous avançons encore un petit peu, 2 siècles, et nous arrivons au drame romantique. En France, il y avait les classiques, mais en Angleterre, il y avait Shakespeare. Et au XIXe siècle, les auteurs français découvrent le théâtre anglais et ils découvrent Shakespeare. Et ça les bouleverse. Ils décident donc d'inventer une nouvelle forme théâtrale s'inspirant de Shakespeare, qui, pour pouvoir représenter l'intégralité du monde et de la société, mélangerait tout. On mélangerait les classes sociales, pas la comédie pour le peuple et la tragédie pour les nobles. On mélangerait l'amour et la politique. On mélangerait des histoires comiques et des histoires plus tragiques, parce qu'en fait, dans la vie, tout est mélangé. Nos dramaturges romantiques sont Victor Hugo, qui a un peu inventé le mouvement et surtout l'a lancé, comme vous allez voir après, et puis Alfred de Musset. Je vous parlais de Victor Hugo. Il est célèbre pour toute sa poésie, ses romans, son théâtre, et surtout, dans le théâtre, pour la bataille d'Hernani. Hernani, c'est une de ses pièces. Le soir de la première, la pièce n'a pas pu être représentée en entier tellement les gens se sont battus. Il y avait d'un côté les tenants du nouveau théâtre, du drame romantique, et de l'autre les tenants du classicisme, et les gens en sont venus aux mains, se sont envoyés les fauteuils à la tête. Ça a été un drame absolu. Continuons à avancer, nous sommes au XXe siècle. Vous savez très bien que le XXe siècle commence fort mal. 2 guerres mondiales, des massacres épouvantables, cela secoue un petit peu les auteurs.
Donc face aux atrocités que l'humain est capable d'accomplir, les auteurs, comme le reste de la population, se trouvent plongés dans la consternation et puis surtout l'incompréhension. Comment se fait-il que des hommes puissent faire subir tant d'atrocités à d'autres hommes? Pour essayer de comprendre, un premier courant littéraire se reporte à l'Antiquité. En effet, dans l'Antiquité, pour expliquer les comportements humains, on recourt à la mythologie, aux mythes. Les mythes expliquent, en faisant des histoires, des comportements, et puis surtout, souvenez-vous, il y avait cette histoire de catharsis. On montre des choses horribles pour ne pas avoir à les faire. Là, les choses qui se sont produites étaient tellement horribles qu'on essaye de revenir en arrière et de recourir aux mythes pour les comprendre. Les auteurs qui s'inspirent des mythes et des pièces antiques sont Jean Cocteau, Jean Giraudoux et Jean Anouilh. Un deuxième mouvement est le théâtre de l'absurde. Face à l'incompréhension des horreurs qui ont été commises, face à l'inutilité de la condition humaine, puisque de toute façon, on lutte, on meurt, on lutte pas, on meurt, on a l'impression qu'il n'y a pas de récompense quand on est bon, les méchants ne sont pas spécialement punis. Que faire? Eh bien, on invente un nouveau théâtre. Un théâtre qui montre ce monde qui n'est pas logique. Un théâtre qui montre que le langage, parfois, ne sert pas à communiquer. Que parfois, on a beau agir, ça ne sert à rien. La pièce n'avance pas d'un bout à l'autre. Rien ne bouge, rien ne change, et personne ne se comprend. C'est un théâtre qui est un peu compliqué. Les auteurs de l'absurde sont Eugène Ionesco et Samuel Beckett. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous avez compris, et nous nous retrouverons pour étudier plus en détail des extraits. Au revoir.